Vous faites bien de choisir la RTNC pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, ces titres. Renforcement de la coopération bilatérale entre les USA, l'Union européenne et la RDC. Une délégation des experts techniques a présenté au vice-premier ministre en charge des transports et votre communication les résultats des études de pré-faisabilité du corridor de Lobito. Les chefs des confessions religieuses rejettent l'initiative du dialogue en Afrique du Sud, réunis à Kinshasa autour de l'archevêque Évariste Ejiba. Ils réaffirment leur soutien à un processus de dialogue inscrit dans le respect de la Constitution et des institutions du pays. Enfin, des scènes de vandalisme ont éclaté hier à Kinshasa. Après la rencontre RDC-Sénégal au Stade des Martyrs, des biens publics ont été saccagés, suscitant l'indignation des autorités. Dans ce journal, vous suivrez une réflexion qui appelle les supporters à accepter les résultats, quel que soit le score du match. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Commençons avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a achevé ce mercredi sa visite d'État à Kazakhstan. Cette journée a été marquée par une grande cérémonie d'accueil au palais présidentiel. D'importants accords économiques et diplomatiques ont été signés par les deux ministres des deux pays. Un reportage de Giscard Koussema et Altesse Moulumba. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassim Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassim Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes de valeur industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikomba et Murat Nourtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui,
a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec les ministres kazakhs de l'industrie et de la construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. Vous le savez, le Kazakhstan et la RDC collaborent depuis plusieurs années dans quelques domaines en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'entreprise minière kazakh ERG, basée à Kolwezi, a signé un accord plutôt de collaboration avec la Gécamine. Dans la foulée, le chef de l'État a été décoré de la médaille de la plus honorifique du Kazakhstan. Une fois de plus, Giscard Kousseba et Altesse Moulumba. Situés dans deux zones géographiques lointaines, la République démocratique du Congo et le Kazakhstan collaborent depuis plusieurs années dans les domaines sécuritaires et économiques. Au plan sécuritaire, les soldats kazakhs participent à la mission de paix parmi les casques bleus de la MONUSCO. Sur le plan économique, le Kazakhstan a des investissements miniers en RDC à travers Eurasian Resources Group ERG basé à Kolwezi. Dans la foulée des accords signés à Astana figure celui qui lie ERG à la Gécamine à travers leur manager. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord qui construit une nouvelle histoire entre ERG et Gécamine, entre ERG, les intérêts kazakhs et la RDC. Nous avons soldé le passé qui était avec plusieurs obstacles et nous nous fixons dès à présent pour aller vers un avenir meilleur. Nous avons profité de cela pour pouvoir rééquilibrer les relations de manière positive pour tout le monde. Pour les ministres de Mines Louis Watoum, ce partenariat est bénéfique aux deux parties. Le commentaire, c'est mes encouragements d'abord aux partenaires qui ont signé cet accord, mais en tant que gouvernement, nous voulons vraiment démocratiser le mines. Nous voulons que les retombées finalement profitent à nos populations. Et c'est là que nous serons très regardants. Parce que finalement, au-delà des accords, il y a l'obligation des parties. Et chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions créer des richesses et les répartir de manière équitable entre toutes les parties prenantes. C'est à cela que nous allons nous atteler au-delà de ce accord qui a été signé ici. Merci. Pour avoir amélioré l'image de marque de la République démocratique du Congo à l'international et ouvert la voie de l'Afrique en Asie centrale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré par son homologue Kassim Jomart Tokayev de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Je l'ai dit au sommaire, un spectacle désolant s'est produit hier au Stade des Martyrs. Les supporters congolais ont eu du mal à encaisser la défaite 3-2 face au Sénégal. À la fin de la rencontre, l'enceinte a été le théâtre des scènes de sabotage, des sièges arrachés, des gradins ont été projetés sur l'aire de jeu. Un reportage de Mireille Ndeke. Dérapage regrettable de supporters skinois hier après la défaite de la RDC face au Sénégal. Plusieurs objets et autres biens ont été endommagés. Un comportement à bannir. Que faire alors après une défaite de match? La question mérite d'être posée. Néanmoins, il s'est de noter qu'après une défaite, le public peut réagir par la colère, la tristesse ou la déception. Ces émotions variant selon l'implication personnelle du supporter. Il est donc normal de ressentir ces émotions, mais le plus important est de savoir les canaliser pour rester fair play. Dans une compétition sportive, il y a toujours la défaite, la victoire et quelquefois le nul. Pour se remettre d'une défaite, il faut l'accepter en tirant des leçons et s'accorder du temps pour analyser objectivement ce qui s'est passé afin de mieux projeter vers l'avenir. La défaite d'hier contre le Sénégal dans un match important comptant sur la 8e journée des éliminatoires mondiales 2026 ne peut en aucun cas justifier le casse et autres dérapages. Les coupables doivent être identifiés et punis de façon exemplaire. C'est devenu récurrent, il faut vite l'arrêter. Et justement, en nouvelle, la Première ministre a réagi. Elle a salué le courage des léopards et rappelé le rôle du sport comme moteur d'unité et de rayonnement national. Par ailleurs, Judith Subinois a condamné les actes de vandalisme commis par certains supporters, appelant à plus de civisme et de responsabilité.
À la tête du comité stratégique des zones économiques spéciales, la première ministre Judith Suminwa imprime sa marque. Le gouvernement congolais entend lever les obstacles qui freinent le développement de ces zones clés afin de stimuler la création d'emplois, renforcer l'activité du pays et accélérer le processus d'industrialisation. Chimène Dondoy Pompomba pour nos reportages. En RDC, le cap est maintenu sur l'industrialisation. À la tête de sa première réunion du comité stratégique de zone économique spéciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a appelé à lever le blocage qui freine leur développement. Objectif, créer des emplois, attirer les investisseurs et stimuler la production. Au cours de cette réunion, on a passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des zones spéciales, économiques spéciales. Vous savez qu'il y a Maluku, maintenant il y a Kilmalebo. Au Katanga, il y a Kinsevere. Au Nord Kivu, il y a à Lubero, il y a une autre zone économique spéciale. Il y en a 7 qui sont en projet. Et donc pour aujourd'hui, on s'est accordé sur le mode de fonctionnement de ces comités stratégiques de pilotage. Et aussi, on s'est fixé comme objectif de se réunir non seulement 2 fois l'an, conformément au décret, mais aussi en cas de besoin. Aujourd'hui, 2 aides se sont déjà actives à Maluku, Kinmalebo, au Katanga ou encore à Lubero. 7 autres sont en préparation, mais des défis subsistent. Saturation des espaces, lenteur administrative, cadre légal à renforcer. Les zones économiques spéciales offrent les avantages. Guichet unique, exonération fiscale, infrastructure de base garantie. De quoi séduire les investisseurs congolais. Et puis, dans le cadre d'une mission technique pour préparer la 2e revue du programme économique et financier de la RDC soutenu par le FMI, le chef de mission de cette institution de Bretton Woods pour le Congo a été reçu par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, sur la mise en œuvre du projet de loi des finances 2026. Regardez. À quelques jours de la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu dans son cabinet de travail une délégation du FMI conduite par Calixte Aokpoksi, chef de mission pour la RDC. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 2e revue du programme économique et financier appuyé par le FMI. À l'issue de cette réunion, le chef de la délégation a réitéré l'engagement de cette institution de Bretton Woods d'accompagner le gouvernement congolais. Nous avons discuté du cadre général du budget de 2026. En termes de soutien financier, le montant a été déjà déterminé au moment de l'approbation du programme. Donc ce qu'on fera pour la revue, c'est de voir si les cibles qui ont été approuvées par le conseil d'administration en juin dernier ont été remplies. Et c'est sur cette base qu'il y aura un décaissement. Il y a 2 décaissements. L'un pour le programme économique classique et puis la FRD qui est un nouveau programme dans la lutte contre le changement climatique. Sur l'ensemble des 2 font 2,8 milliards de dollars. Un jour avant, Adolphe Muzito a rassuré les élus de la capitale sur la prise en compte de leurs préoccupations dans la loi des finances exercice 2026 liée aux infrastructures et assainissement de la ville de Kinshasa. Il était question pour nous, la ville de Kinshasa, de nous assurer, premièrement, que les préoccupations sur les plans budgétaires de la ville de Kinshasa ont été prises en compte. La deuxième chose, il était question pour nous, c'est de porter nos attentes au niveau du gouvernement central pour nous rassurer que nous conjuguons tous les mêmes efforts. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a salué cette initiative de dialogue permanent et encouragé une collaboration continue entre l'exécutif et le législatif. Le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne l'administration publique dans sa mutation portée par des réformes courageuses. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en a discuté avec le représentant de l'UNFPA, Nadine Kilosho, Cédric Enina et Moké Malouma. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en sigle, s'est réjoui des efforts que continue de déployer la fonction publique en matière de réformes et de lutte contre les violences au sein de l'administration publique. C'est du moins ce qu'a affirmé M. Madi Biaye, représentant de l'UNFPA en République démocratique du Congo, à l'issue d'une séance de travail qu'il a eue avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Je suis venu faire le point
sur l'état d'avancement de tout ce que nous avons fait. Nous avons vu qu'on a beaucoup progressé là-dessus, surtout tout ce qui concerne les questions d'éthique, les questions d'efficacité dans la fonction publique, parce que comme vous le savez, la fonction publique aussi c'est le socle pour le fondement même de l'État d'un pays. Quand on a tous de bons fonctionnaires en général, on a des institutions fortes et les choses marchent. Cette rencontre a permis au numéro 1 de l'INFPA en RDC d'être édifié sur les avancées et les innovations déjà amorcées pour le décollage de la fonction publique. On est sur de bonnes voies. Par exemple, les questions de l'exploitation à but sexuel, par exemple, qu'on essaie de voir au sein de l'administration, que ces choses-là, il faut qu'on y veille. Ça, c'est un point très, très important. Forcément, on est sur la bonne voie et je pense qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, mais on a bien décollé. Alors, il faut consolider les efforts, il faut pousser pour aller de l'avant. Le ministère de la fonction publique reste le fondement d'un État, le socle même des institutions fortes d'une république. Sachez également que le ministre d'État, ministre du Plan, a entamé une tournée de présentation du tableau numérique des suivis et d'évaluation. Il s'agit d'un outil numérique innovant conçu pour optimiser le suivi des réformes du climat des affaires. Pour ce faire, Guilain Nyembo a eu des échanges avec Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie, sur l'effectivité au sein du ministère de l'économie de cet outil de travail. Peggy Mukunda. Il poursuit sa tournée à travers différents ministères réformateurs pour la présentation du tableau numérique des suivis et d'évaluation des réformes du climat des affaires. Le ministre d'État, ministre du Plan Guilain Nyembo, était au ministère de l'économie pour présenter cet outil de travail au vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Ensemble, ils ont évalué la mise en œuvre de l'outil déjà opérationnel au sein du ministère de l'économie, puis ils ont passé en revue des assignations spécifiques de ces portefeuilles et adressé un message clair aux investisseurs publics comme privés sur la volonté ferme du gouvernement de concrétiser les réformes inscrites dans les plans nationaux stratégiques de développement 2024-2028. C'est un sujet très important pour notre pays. Nous avons besoin de gros investissements et nous voulons que le secteur privé puisse se rendre compte des efforts du gouvernement. Avec tous les ministres réformateurs, les équipes font très très bien le travail. Ils sont très avancés dans ce qui devait être fait. La collaboration, nous constatons qu'elle est à merveille. En réalité, un travail de suivi, de relance, mais surtout un message pour le secteur privé. Rappelons que cet outil de travail du ministère réformateur permettra de mesurer à temps réel l'avancement des réformes, d'identifier les blocages et d'apporter des solutions rapides dans la transparence des réformes du climat des affaires. Et en nouvelle, sur instruction du ministre de la Santé, Samuel Kamba, les urgences du centre hospitalier Agi et Diamant sont fermées à dater de ce jour pour n'avoir pas donné les promotions à une malade en exigeant une somme de $5,000 américains pour le centre Diamant et $2,000 pour Agi. Des pratiques inacceptables pour le ministre de la Santé, Roger Kamba. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Une délégation conjointe d'experts de l'Union européenne et USA a présenté les résultats des études de pré-faisabilité du corridor de Lobito à Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre ces différents pays. Un reportage de Pierre Mbouillou. La problématique multisectorielle de la gestion multiforme du corridor de Lobito était au cœur d'une enrichissante séance de travail entre le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba et un groupe d'experts de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique venus soumettre à ses membres du gouvernement les résultats des études des préfaisabilités sur les 10 corridors. Belle opportunité pour ces experts de marteler que le projet du corridor de Lobito nécessite un investissement initial de plus de 410 millions d'euros qui suscite également un intérêt croissant de plusieurs partenaires financiers. Pour nous, c'est particulièrement important parce que nous pensons que le couloir de Lobito peut apporter une contribution majeure au développement du Kasaï et de tous les sud du pays et améliorer de façon significative les connexions avec l'Angola et la Zambie. C'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler depuis plusieurs mois. Ça a été aussi l'occasion de constater qu'il y a plusieurs partenaires qui sont disposés à accompagner la RDC sur ces projets. Toutes les conditions sont réunies pour que ces projets importants, qui demandera des investissements d'envergure,
puisse être réalisée au bénéfice des populations de la RDC et de l'intégration régionale avec la Zambie et l'Angola. Par ailleurs, les échanges ont également gravité autour des modèles de gestion envisageables pour les projets, notamment entre une gestion publique ou un partenariat public-privé. Et puis ce communiqué, la Direction générale de l'Office national des transports porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'à travers les réseaux sociaux circule l'information relative à la prétendue panne de train voyageurs sur le tronçon Kinshasa-Matadi. La Direction générale de l'ONATRA dément formellement cette information et apporte les précisions ci-après. Au lendemain de la cérémonie d'inauguration par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce train n'a jamais bougé pour se retrouver en panne à Kisantu. L'ONATRA SA porte à la connaissance du public que la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi commence effectivement très bientôt en attendant la mise en place et la finalisation des modalités d'exploitation de la direction commerciale. L'ONATRA SA considère que cette information dénuée de tout fondement est l'œuvre de certains manipulateurs en mal de positionnement politique et économique qui refusent de croire en la renaissance de ce géant de l'économie nationale qui a inscrit sa feuille de route dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône le bien-être social. Enfin, l'ONATRA SA met en garde tous ces vendeurs de vent et diffuseurs d'alerte de mauvais goût et se réserve le droit de les déférer devant les instances judiciaires compétentes. C'est un communiqué signé par le directeur général Martin Lukusa Chibangupano. Jacques Chabani a procédé au lancement de l'atelier spécial de haut niveau sur la gouvernance minière responsable et transparente. À l'issue de ces travaux, les parties prenantes ont adopté un plan d'action qui va servir de feuille de route et de base pour l'adoption des mesures concrètes et réalistes. Bobo Anane Mokonzi nous en dit plus. Fini la présence irrégulière des hommes en uniforme et armés dans des sites miniers à Lubumbashi, aux côtés de la ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, avec la contribution du ministère de la Justice, de la Défense et des Mines, à travers la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, ainsi que la FEC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, pilote ses travaux dans une dynamique pour la sécurisation des partenaires de l'État dans ces secteurs, protéger l'environnement et renforcer les unités de police affectées dans la sécurité des sites miniers. Ces phénomènes d'envahissement ne peuvent être éradiqués sans une volonté politique ferme, un engagement institutionnel fort et une approche inclusive impliquant tous les acteurs du secteur minier. Telle est la préoccupation majeure du président de la République. Ce n'est qu'à ce prix que le pays pourra valoriser pleinement ses ressources naturelles et transformer son potentiel minier en moteur réel de croissance, de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Au terme de ces travaux, un plan d'action sera adopté comprenant de mesures claires, prioritaires et réalisables visant à accroître l'impact positif des retombées de l'activité minière sur les populations riveraines et trouver une solution durable au phénomène d'envahissement des sites miniers concédés. Dans cette même dynamique, le patron de la sécurité a doté les éléments commis à la sécurité de ces sites d'un appui logistique important, leur permettant de dissuader les attaques des creuseurs artisanaux contre les sociétés minières opérant en République démocratique du Congo. Les parties prenantes du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation se sont retrouvées à Bunia au cours d'un atelier présidé par le coordonnateur national. Objectif, valider le document stratégique qui servira de cadre opérationnel pour les prochaines opérations de désarmement des ex-combattants dans cette partie du pays. Peggy Mukunda. Pour mener à bien les opérations de désarmement dans la province de l'Ituri, il était temps que les cadres du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PNDRCS, les représentants de forces de défense et de sécurité, ainsi que les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus de DEDER se retrouvent autour d'une même table. L'objectif était d'examiner la documentation et de mettre en place des instruments standards pour permettre une
collecte fiable et traçable des armes, tout en corrigeant les erreurs du passé. Au cours d'un atelier technique présidé par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédier, Désiré Ntangatita, les parties prenantes ont validé l'outil qui constituera désormais une référence opérationnelle visant à garantir la sécurité, la transparence et la traçabilité dans la gestion des armes récupérées auprès de groupes armés. Sachez que ces documents s'alignent sur les standards internationaux en matière de DDR et sur les cadres juridiques congolais afin de renforcer la confiance entre les ex-combattants, la communauté et les institutions dans l'est du pays. Proxy Marché Pene, c'est un nouveau projet lancé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services. Une annonce faite lors d'une conférence de presse animée par le président de la Chambre du commerce, Jean-Robert Issifois. Un reportage de Christine Lenzo et Raphaël Sadi. Proxy Marché Pene est un nouveau projet qui est à ce jour au stade de la mobilisation des experts et expertises. Cet espace veut donner du travail aux jeunes, aux commerçants et à nos mamans des espaces de travail dignes. C'est au cours d'une conférence de presse que le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services CCIS RDC, Jean-Robert Issifois Bokoumbe, a donné le go de ce projet Proxy Marché Pene visant à transformer nos marchés de proximité, parfois insalubres et désordonnés, en marchés modernes, structurés et dignes. Une initiative citoyenne et entrepreneuriale portée par la CCIS RDC. Une initiative citoyenne et entrepreneuriale, comme le précise le président Jean-Robert Issifois. Le Proxy Marché Pene, c'est un cadre pour organiser et formaliser le petit commerce. Une opportunité de création d'emplois massifs. Un outil de dynamisation de l'économie locale. Un espace qui valorise le savoir-faire congolais et redonne de la dignité aux petits commerçants, aux mamans vendeuses et aux jeunes entrepreneurs. Selon le numéro 1 de cette chambre de commerce, entouré de ses collaborateurs, cette nouvelle vision est une façon d'écrire ensemble une nouvelle page de notre économie populaire. Même l'usage du numérique y est associé pour plus de proximité. Il y aura bien évidemment des plateformes digitales qui vont être mises en place de telle sorte que tout maman qui sera commerçant au sein de notre Proxy Pene peut avoir accès à une plateforme internet où il vendra ses produits. L'appel est ainsi lancé à tous les partenaires pour bâtir ensemble ces projets économiques, sociaux et citoyens, aussi génératrices de revenus pour tous. Et puis cette nouvelle approche pour les abonnés de la Régie des eaux, les responsables de cette entreprise ont fait le porte-à-porte dans le but de recueillir sur terrain les préoccupations de leurs abonnés en vue d'améliorer la desserte en eau potable. L'occasion était aussi pour eux de les sensibiliser au paiement en ligne de leurs factures. Serge Mata nous en dit plus. Quelques jours après leur passage dans la commune de Kassavubu pour répondre aux attentes de leurs clients, la délégation des autorités de la régie des USA s'est rendue dans quelques parcelles. Les habitants de l'avenue Bouta, au quartier de Kolé, à Lingwala. Cette délégation en a profité pour écouter, recueillir les doléances, échanger avec les abonnés et surtout évaluer la situation de la desserte en eau potable dans ce coin de la ville. Ajouter à cela le contrôle des fonctionnements et la vérification des compteurs d'eau. Les abonnés de la régie des USA ont été appelés à s'acquitter régulièrement de leurs factures des consommations d'eau en toute simplicité et en temps réel via leur mobile en composant étoile 40 20 dièse ou les sites web de la Régie des USA. Cette descente a permis aux autorités de la Régie des USA de palper la réalité sur le terrain et de constater les conditions de travail des agents et cadres. L'agence de la Régie des eaux Lingwala, lors des échanges directs entre les autorités de la Régie des USA et les personnels de cette entité, les discussions ont porté notamment sur l'amélioration des services rendus aux abonnés. À l'issue de leur journée d'itinérance à Lingwala, les autorités de la Régie des USA ont annoncé leur intention de se rendre un peu partout
tout pour continuer à mobiliser leurs équipes en vue de travailler ensemble pour un objectif commun, celui de garantir l'accès de tous à l'eau potable. Pour l'heure, d'autres projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures sont en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. La régie des eaux reste par ailleurs déterminée à assurer un accès de tous à l'eau potable en République démocratique du Congo. Des receveurs des impôts de la Direction générale des impôts ont prêté serment ce mercredi en qualité de comptable public, assignataire des recettes, une cérémonie présidée par le vice-ministre des Finances Jean-Pierre Ndolodemazou et José Dimonekene. 73 receveurs des impôts et des receveurs adjoints des impôts œuvront à la direction des grandes entreprises, à la direction urbaine des impôts de Kinshasa, à la direction provinciale des impôts du Bandundu et à la direction provinciale des impôts du Congo central sont concernés par cette prestation de serment. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, n'a pas manqué de relever l'importance de cette cérémonie. La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier dans la mesure où c'est la première fois dans l'histoire de la Direction générale des impôts que le receveur adjoint des impôts, poste créé par la loi des finances du 23 décembre 2022 pour l'exercice 2023, pour faire face au camp d'empêchement du receveur des impôts titulaire, prête également serment devant son Excellence, Madame la vice-ministre des Finances. Le patron de la DGI les a exhortés à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions afin d'accompagner la DGI dans la réalisation de sa mission. Le moment attendu de cette manifestation, c'est sans nul doute la prestation de serment de receveurs des impôts de la DGI en leur qualité de comptable public assignataire des recettes. Une cérémonie présidée par la vice-ministre des Finances représentant le ministre des Finances. Cette dernière a pris acte de cette prestation de serment. En ma qualité de vice-ministre des Finances, je prends acte du serment que vous venez de prêter. Cet engagement solennel vous lie à la loyauté, l'intégrité et au sens de devoir dans l'exercice de vos fonctions. À noter que ce serment est un acte d'honneur, un engagement professionnel et moral fort qui doit guider chacun des actes des receveurs des impôts. Je l'ai dit au sommaire, réunis en session extraordinaire à Kinshasa, les chefs des confessions religieuses sous la direction de l'archevêque Ejiba Nyamampia ont réaffirmé leur soutien à un dialogue national inscrit dans le respect de la Constitution et des institutions du pays. Ils ont par ailleurs désapprouvé l'initiative du dialogue convoqué en Afrique du Sud. Rodé Panda pour ce reportage. Le mouvement du réveil de la RDC sous la présidence de l'archevêque Évariste Ejiba Nyamampia, représentant légal de l'église du réveil du Congo RC, réaffirme son soutien au dialogue national inclusif. Nous soutenons la tenue du dialogue annoncé comme lieu de réconciliation entre Congolais autour du chef de l'État. Nous rappelons cependant que le dialogue 6 visé ne devrait pas s'écarter des cadres constitutionnels et institutionnels de la République. Le dialogue précité se tienne après le processus de Washington et de Doha au regard de l'internationalisation de la crise congolaise. En outre, l'archevêque a exprimé son opposition au dialogue convoqué par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, jugé proche des rebelles et loin de la neutralité. Ejiba Nyamampia appelle à l'unité et à la cohésion nationale. Nous vous appelons à la cohésion nationale, à l'empathie avec nos frères et sœurs du Kivu et vous assurons de nos ferventes prières pour que la paix revienne vite. Par ailleurs, Ejiba Nyamampia Évariste a profité de l'occasion pour annoncer l'arrivée prochaine à Kinshasa de la chef de la maison de la foi du président américain dans le cadre de la diplomatie ecclésiastique. Nous recevrons la chef de la maison de la foi du président Donald Trump à la personne du pasteur Paola White ainsi que l'archevêque Duncan William du Ghana et nous sommes en contact avec les réseaux de pasteurs évangéliques de notre sous-région. Ceci en appui
des efforts diplomatiques. L'Église du Réveil du Congo RC entend jouer un rôle déterminant au prochain dialogue national inclusif, dont la feuille de route n'attend que l'approbation du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À l'appel du chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste, les cadres ecclésiastiques se sont réunis en congrès général à la Nouvelle-Jérusalem. Cette rencontre avait pour objectif évaluer l'application des mesures disciplinaires en vigueur et réfléchir à la réorganisation structurelle pour un meilleur fonctionnement de l'église. Iverson Kababa. Lukutakano, autrement dit rencontré à Kinkongo, c'est le vocable que le responsable de l'église kimbanguiste ont choisi pour désigner le congrès qui les a réunis en début de cette semaine, convoqué par les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Ils ont passé en revue les fonctionnements de l'église de Jésus-Christ sur terre par le prophète Simon Kimbangu. Ils n'ont pas manqué de se pencher sur l'actualité de l'église, notamment sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Monkoto. Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste, informe de façon solennelle le grand public que ce groupe religieux dissident sème la confusion parmi le peuple de Dieu et la société. Il est constaté que ce groupe religieux dissident, Munkoto 87, Diban 26 égale à 1, utilise le nom, le sigle et les autres signes distinctifs appartenant à l'église kimbanguiste tout en diffusant des enseignements et des pratiques qui ne reflètent ni notre doctrine ni notre vision ecclésiale. Au regard de ce qui précède, Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste, sollicite l'intervention de l'État pour décourager ce genre de comportement car l'accompagnement par quiconque de ces groupes religieux dissidents heurte la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Nous sollicitons auprès des autorités étatiques la protection de notre identité, notre label et notre patrimoine culturel et spirituel. Les Lukutakano s'est déroulé en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, siège central de l'église kimbanguiste. La chanteuse congolaise Mbili Abel a été victime d'un accident de circulation hier mardi à Kinshasa alors qu'elle se rendait à l'aéroport international de Njili pour la Belgique. L'artiste est actuellement sous observation médicale. Un reportage de Mami Ilela rendu par Edith Chala. Il s'est rendu jeudi à l'aéroport international de Njili aux premières heures du matin pour une production à Madeleine à Bruxelles en Belgique le 20 septembre prochain. La chanteuse Marie-Claire Mboyo, connue sous le nom de Mbili Abel, a connu un accident de circulation sur sa route vers l'aéroport. Blessée, elle et son producteur ont été urgemment transportés à l'hôpital pour des soins adéquats. À l'hôpital ex-Mama Yemo, où elle se trouve, le docteur Magundu Nsuki Robert, chef de département chirurgie, s'est montré rassurant. La Cléopâtre est en observation et pourrait être sur pied dans quelques jours. En visualisant les imageries, nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de peur que de mal. Et comme c'est une star internationale, et nous avons jugé bon qu'elle a besoin d'un repos. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, absent du pays, a dépêché le secrétaire général à la Santé, le Dr Yuma, pour s'enquérir de la situation et s'assurer de la prise en charge de cette icône de la musique congolaise. L'RTNC lui souhaite un prompt rétablissement. Et pour terminer, Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso et Jean-Tini Ngobila ont signé ce mercredi la charte et le règlement intérieur devant le secrétaire permanent André Mbata. Tous appellent les partis membres de l'Union sacrée des nations à être derrière la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Robert Ndaï pour ce reportage.
Après Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Sama Lukonde, Fifi Masuka Saini de A24, ce mercredi 10 septembre 2025, Jean-Pierre Mbemangombo et Christophe Mbosso Kodja, tous membres du Présidium, ont signé la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation. Une grande cérémonie qui marque l'engagement et la détermination de tous d'accompagner le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Mbemba salue l'importance de ces signatures dans le renforcement des valeurs démocratiques en République démocratique du Congo. C'est dans une ambiance d'effervescence que le parti politique, regroupement et association membres de l'Union sacrée de la nation se mobilisent et envahissent le secrétariat permanent de la plateforme présidentielle pour la signature de la charte et du règlement intérieur, des documents fondamentaux pour la cohésion et le fonctionnement de l'Union sacrée de la nation. Les figures emblématiques de la scène politique congolaise illustrent par cette signature leur engagement envers l'Union sacrée de la nation. Une mobilisation qui montre la force collective des partis membres et leur volonté d'œuvrer pour le bien de l'Union sacrée de la nation en République démocratique du Congo. C'est un engagement de foi et de fidélité à l'Union sacrée pour le bien-être du peuple congolais. Pour moi, c'est un engagement, c'est une manière pour moi de prouver mon engagement dans l'Union sacrée, qui est finalement la vision du président de la République que nous soutenons absolument. Pour l'ACP, la loyauté ainsi que la fidélité, ce ne sont pas que des mots. Nous avons fait le choix de la constance. Nous avons fait le choix de la fidélité et de la loyauté. Et nous demeurons constants. Et ici, nous disons notre disponibilité à pouvoir accompagner tout le travail qui est fait par le chef de l'État et pour d'abord récupérer notre territoire occupé par le Rwanda, mais aussi répondre aux désirata de notre peuple. Le professeur André Mbatabe Soumangou, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, appelle les sociétaires de l'Union sacrée à la loyauté envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La charte et le règlement intérieur constituent des cadres juridiques essentiels pour garantir une collaboration harmonieuse entre les différents partis membres. Toutes ces personnalités politiques, unies comme un seul homme, restent arrangées derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir suivi ce journal rédigé par Gauthier Nkassi sous la direction d'Oscar Mbalkaïj. Mireille Ndeke était à la coordination. Simon Kankolongo et Ramadan Poki l'ont réalisé pour vous. À la prise de vue, Chiko Bipendou. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. 23h, Robert Ndetchisensé revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.